notamment une commande de masques portant sur plus de 6 millions de francs CFA. Moustapha Diop, face à la Haute Cour de justice, a refusé de verser la caution correspondant aux présumés fonds détournés sous son magistère. Annulation par la Cour suprême du décret portant nomination des membres de la Sénat. Ce décret avait été pris, je rappelle, par l'ancien président Macky Sall. Les recours devant la juridiction ont été introduits par Maître Abdoulaye Tine et l'expert électoral Ndiaga Sylla. Supposé affrontement avec des éléments armés dans le Djibouti, l'armée nationale donne sa version des faits et précise qu'il s'agit d'un incident mineur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'ancien ministre du Développement industriel des petites et moyennes entreprises, Moustapha Diop, placé sous mandat de dépôt pour un montant de 931 millions de francs CFA par la commission de la Haute Cour de justice. Des soupçons de détournement de fonds publics pèsent sur l'ancien ministre. L'affaire concerne un dossier de gestion de masques sur 6 250 000 masques déclarés et achetés. Seulement 3 922 500 masques auraient été distribués aux structures concernées. Moustapha Diop, de son côté, a refusé de verser la caution correspondante aux fonds présumés détournés en affirmant n'avoir rien à se reprocher. Je vous l'annoncer en titre, la Cour suprême a annulé le décret numéro 2023-2152 portant nomination des membres de la Sénat. La juridiction s'est prononcée ce jeudi 22 mai 2025 sur ce recours contre ce décret portant renouvellement intégral des membres de la Sénat, un décret qui avait été pris par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Il a été introduit, ce recours, par Maître Abdoulaye Tine et l'expert électoral Ndiaga Sylla. Ces derniers saluent cette décision et estiment que le droit a été dit. Je vous propose tout de suite d'écouter Maître Abdoulaye Tine, joint au téléphone par Al-Hassan Ba. Ce matin, la Cour suprême de Dakar a annulé le décret numéro 2023-2152 nommant les membres de la Sénat en jugeant que cette décision était illégale. Il s'agit là d'une décision historique qui réaffirme la suprématie du droit et l'indépendance des institutions. Les institutions soient consultées comme des universitaires, l'ordre des avocats, la société civile et d'autres institutions en tout cas qui sont visées à titre d'exemple par le code électoral. Et rien de tout cela, donc il avait effectivement manqué à ses obligations de consultation préalable. Mais en plus de cela, ce décret violait effectivement les articles 4, 5, 6 et 7 du code électoral, en ce sens effectivement que pour assurer la permanence de l'institution, il y a ce qu'on appelle le renouvellement par tiers. En décidant donc de s'arroger le pouvoir de renouveler l'intégralité du Sénat, bien évidemment, il va de soi que la violation était manifeste et patente, et il est salutaire que la Cour suprême ait effectivement réaffirmé avec force les principes démocratiques en annulant cette décision. Maintenant, les incidents, c'est que au moment où nous parlons, on n'a plus de Sénat au Sénégal. Et qu'aujourd'hui, il y a un vide institutionnel qui plane, et il urge pour les nouvelles autorités, en tout cas, de prendre toutes les dispositions pour soit nommer le plus rapidement possible les nouveaux membres du Sénat, mais en respectant les principes qui sont posés au niveau des articles 4, 5, 6 et 7 et la consultation préalable. L'armée nationale réagit aux informations distillées depuis hier et faisant état d'affrontements avec des éléments armés dans le Djibouti. À travers son compte Twitter, l'armée nationale précise qu'il s'agit là d'un incident mineur entrant dans le cadre normal de son travail. Le récit est signé Boubacar Diassi. Une partie de la presse sénégalaise a fait état d'accrochage entre des éléments armés supposés appartenir au MFDC et l'armée nationale dans le secteur de Djibouti. Il en est qui ont même précisé qu'il s'agirait d'affrontements dans la commune de Djibouti. Pas tout à fait cela, précise le contenu de ce post sur le compte X de la DIRPA est largement partagé dans le réseau social WhatsApp. Dans ce message, l'on peut retenir qu'il s'agirait d'un incident à Djibouti en zone militaire numéro 5. Ainsi, renseigne le poste,
Ce mercredi 21 mai, des militaires en patrouille dans le secteur de Djibidione ont surpris 2 individus armés qui ont pris la fuite après un bref échange de tirs. Cet incident mineur, qui rentre dans le cadre normal de la lutte contre les trafics illicites, notamment la culture du chanvre indien, n'a fait aucun blessé. Les patrouilles de sécurisation se poursuivent dans la zone. Même s'il est court, ce poste renseigne cependant que les opérations de sécurisation des populations et de leurs biens sont en cours dans le secteur de Djibidione, en plus de la traque de certaines personnes qui se livrent aux pratiques illicites. Allez, parlons consommation avec les producteurs d'oignons et de pommes de terre de Keur Matar et Ngomen qui ruent dans les brancards. Leurs produits pourrissent dans les champs faute de trouver acheteurs. Ils ont battu le pavé pour dénoncer le mutisme du ministre du Commerce face à la concurrence déloyale des agro-business. Le reportage est signé Charanta Diop et Saïlatia. Producteurs d'oignons de Keur Matar, Ngomen, Mbissau, Yadé, Ndey, Morolan ont exprimé leur colère. Comme ils l'ont toujours dénoncé, des tonnes d'oignons pourrissent dans le périmètre maraîcher à quelques jours de la Tabaski. Ils n'arrivent toujours pas à écouler leurs produits. Nous sommes confrontés à des difficultés pour vendre nos oignons, qui sont des oignons de bonne qualité. Surtout dans cette zone, à Keur Matar, Yadé, Mbissau, Ngomen, Ndey, dire à notre président, nous sommes confrontés à une situation très délicate. Les oignons sont là et qu'on ne peut pas le vendre. Vu que les prix sont bas, on veut rapidement une solution. Les producteurs de la zone de Diender demandent au ministre du Commerce d'intervenir pour faciliter l'exportation des oignons blancs produits dans cette zone. Parce qu'ici dans la zone, on produit des oignons de qualité. On produit de la même façon que l'Espagne, que la Hollande, que d'autres pays producteurs d'oignons. Par rapport à la situation, il peut nous organiser à produire et exporter vers les pays européens. C'est une des solutions parce que dans ce cadre-là, on peut diminuer la production d'oignons rouges pour qu'on puisse produire des oignons blancs vers l'extérieur. Sur production d'oignons, partout dans la zone des Niayes, l'urgence est de réguler le marché selon les producteurs d'oignons. Il faut nécessairement une réforme fiscale équitable, annonce faite par un comité d'initiative pour matérialiser ce projet. Plus de 15 jeunes issus de la société civile dans les différentes régions ont reçu une formation certifiée sur la fiscalité, une occasion pour Malène Abandounian de l'ONG IBP de revenir sur l'importance de la fiscalité équitable dans le secteur de l'économie. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Pape Faragny. La fiscalité est d'abord une question politique. Et lorsque je parle d'une question politique, c'est une question qui nécessite l'assentiment des citoyens contribuables. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place un comité d'initiative pour une réforme fiscale équitable. Et ce comité-là, il fera le tour du Sénégal, rencontrera les collectivités territoriales, les mouvements de jeunes, les entrepreneurs, les agriculteurs, tout le tissu économique sénégalais, pour avoir des recommandations utiles à la réforme qu'est en train d'envisager le gouvernement. Et nous nous rapprocherons, bien entendu, des cercles qui vont être créés par le ministère des Finances et la Direction générale des impôts et également la Direction générale des douanes. Nous avons 15 acteurs qui ont été formés pendant 1 an et demi, avec un programme de formation de qualité développé par un institut reconnu, l'Institut supérieur des finances, et avec des modules qui vont de la politique fiscale à l'administration fiscale jusqu'à la technique fiscale. Et maintenant, on s'est donné l'opportunité de réfléchir sur les grandes thématiques de l'heure qui devraient permettre au Sénégal d'avoir plus d'impôts sans tuer l'activité économique. Et pour cela, il faut élargir l'assiette, il faut aller vers le foncier, il faut inclure le numérique, il faut réduire les exonérations fiscales, mais surtout, il faut rebâtir le lien de confiance entre les contribuables et l'État. L'avant-projet du Code du travail a été fait par le Conseil national du patronat. L'objectif, c'est de permettre aux décideurs d'être conformes aux réalités du monde du travail. Un code où personne ne sera lésé, ni employeur, ni employé, encore moins l'État. Un travail entamé depuis 2021. Nous écoutons tout de suite Maïssa Fall, président du Conseil national du patronat, au micro de Ahmadouba. Du Code du travail. Une action qui a été introduite depuis plusieurs années, déjà depuis 2021. Nous sommes dans un cadre tripartite.
donc le patronat, l'État et les syndicats de travailleurs sont réunis ensemble pour réfléchir donc à l'avènement d'un nouveau code du travail qui prenne en compte la réalité économique, le temps qui s'est écoulé depuis que le précédent code avait été signé. Et un des éléments moteurs de cette réflexion, c'était justement la survenance de la Covid-19, parce que les travaux ont démarré juste après, avec donc de nouvelles situations qui se sont posées pour les entreprises. Vous vous rappelez un peu, on a parlé à un moment donné de télétravail. Donc de nouvelles situations qui émergent, qui naissent dans la relation de travail et qu'il nous faudra aussi embarquer dans la réflexion que nous sommes en train de mener. C'est un cercle tripartite, mais nous avons, je pense, un point commun, c'est le développement économique du Sénégal. Parce que nous avons un point commun, c'est la fonction économique, le développement économique. L'entreprise, c'est d'abord et avant tout une fonction économique, et sans laquelle on ne peut pas développer le volet social. Dans la commune de Tivaouane-Peulh, la colère monte. Les populations s'opposent fermement au projet immobilier de l'entreprise égyptienne Casa Orascom, un projet qui prévoit la construction d'une nouvelle ville entre le lac et la mer, arborant des brassards rouges. Les contestataires dénoncent un projet aux lourdes conséquences écologiques, économiques et sociales. Elle faisait face à la presse sur les abords du lac. Le compte-rendu est de Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Arlagrose continue de marquer son opposition au projet de Casa Orascom qui veut construire une nouvelle ville entre le lac et la mer. Face à la presse, les populations qualifient ce projet de désastre écologique, économique et environnemental. Le projet Orascom est contraire aux objectifs du Lagrose. 18 000 logements, 144 000 personnes prévues selon leurs prévisions. Et si on voit bien la famille sénégalaise, c'est plus de 5 ou 6 personnes par famille. Donc on peut prévoir 180 000 voire 200 000 personnes autour du Lagrose, entre le Lagrose et la mer, sur une bande de 2 km sur 3 km. Ça veut dire quoi? Détruire l'environnement, détruire les fils à eau, détruire les dunes, détruire également le Lagrose. En brassard rouge, les contestataires pointent du doigt le rôle jugé ambigu du maire de la commune de Tivaouane-Peulh, qu'il accuse de vouloir profiter du projet pour légaliser les 29 hectares qu'il réclame sur le site. On se dit que ce serait dommage quand même de faire une réserve d'hôtel en même temps de faire le logement. Donc il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Donc c'est pour cela, et en contrepartie de tout cela, notre maire qui est le responsable de la commune de Niaga, lui aussi quand même qui a quand même une belle superficie de quelques 29 hectares aussi, qui est toujours en parler avec la population. Tout ça, ça reste encore à éclaircir parce qu'on est dans une site touristique. En guise de protestation, les membres de Arlagrose ont empêché la tenue d'une manifestation de Casa Orascom sur le site. Les habitants de Sagata se mobilisent contre la récupération de leur forage par la Société des eaux du Sénégal lors d'un sit-in pacifique. Les populations ont exprimé leur refus catégorique de voir cet ouvrage vital, le fruit de leurs propres efforts, passés sous le contrôle de l'ASDER. Ils réclament le respect de leur autonomie dans la gestion de leurs ressources hydrauliques. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Les populations de Sagata Djolof ont organisé un sit-in pour manifester leur désaccord par rapport à la gestion de leur forage par l'ASDER. Depuis des années, l'ASIFOR a su maintenir un service de qualité avec des tarifs que chacun d'entre nous peut se permettre de magnifier. Avec une tarification de 200 francs pour les ménages, 100 francs pour le maraîchage, de 1 à 100 mètres cubes, et une augmentation de seulement 25 francs. En revanche, les propositions de la SDR sont inquiétantes, avec des tarifs allant de 300 à 400 francs par mètre cube pour les foyers, 200 francs pour les jardins, et un coût de branchement social atteignant 115 000 francs pour moins de 5 mètres. Rage de colère, elles ont arboré des brassards rouges. À leur avis, la gestion des forages par l'ASDER entraîne une augmentation des tarifs de l'eau, menaçant ainsi leurs activités économiques, surtout le maraîchage. Les conséquences pour notre communauté sont claires. Des charges financières insoutenables et l'arrêt des gratuités de l'eau,
dans nos établissements publics et lieux de culte, mais aussi l'arrêt des activités économiques, parce qu'on ne peut pas mener des activités d'élevage ou bien agricole sans pour autant avoir donc maintenant une eau facile. Donc, et pour cela, nous ne pouvons pas accepter donc maintenant ça. C'est pourquoi nous lançons un appel urgent à l'endroit du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et donc maintenant son Premier ministre Ousmane Sonko. La gestion des forages par des privés, une réforme de l'hydraulique suscite un mécontentement populaire dans le département de Linguère. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont effectué une visite sur la plateforme gazière Grand Tortue Aimehim ce jeudi, une visite qui revêt un caractère historique, marquant ainsi l'entrée officielle du Sénégal et de la Mauritanie dans le cercle des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié. Cette coopération ouvre la voie à une nouvelle ère de prospérité partagée, de souveraineté énergétique et de transformation économique durable au profit des peuples mauritaniens et sénégalais. Sur place, les deux chefs d'État ont été accueillis par les partenaires du projet GTA, BP, Petrosen, Cosmos Énergie et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Parlons à présent d'intelligence artificielle, opportunités et défis pour les banques centrales. C'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence internationale organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, une rencontre qui a vu la participation des gouverneurs de banques centrales d'Afrique de l'Ouest, du Centre, du Nord, mais aussi d'Afrique australe. Le compte-rendu est de Dissa Prera, les images de Yaya Diallo. Une rencontre qui a réuni gouverneurs de banques centrales, professeurs d'université, autorités publiques et spécialistes du digital. Durant cette journée, ils ont discuté et échangé du rôle que l'intelligence artificielle devrait jouer dans le travail des banques centrales. Comme je l'ai dit dans mon intervention, ce n'est pas pour chercher des réponses toutes prêtes. Mais, et on l'a vu dans les discussions, c'est au fond, à travers chaque pays, en fonction de sa situation du moment, en fonction de ses priorités. J'ai entendu mon collègue du Comores, celui du Libéria, qui ont un peu indiqué leur situation. Donc, en fonction de ses priorités, ses prérequis, au départ de ses conditions initiales, voir un peu comment préparer éventuellement une feuille de route qui va être déployée sur plusieurs années pour intégrer cette... Une conférence internationale qui survient dans un contexte mondial où la digitalisation des économies oblige ces mêmes institutions financières à s'adapter aux nouveaux défis et il faut mettre en place des stratégies. C'est que l'intelligence artificielle, ça doit faire partie d'une stratégie globale de l'utilisation des données, de comment les utiliser et comment mieux utiliser donc, ce nouveau mécanisme, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, pour atteindre nos objectifs. Donc ça ne peut pas être seulement quelque chose qu'on met comme ça. Il faut le voir de manière globale, dans une stratégie d'ensemble, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont importants et qui sont interconnectés. Dans les panels de cette conférence internationale, on a discuté de différents thèmes tels que le pouvoir transformateur de l'intelligence artificielle et la politique monétaire, mais aussi la stabilité financière et l'intelligence artificielle, entre autres. Amnesty International, avec le soutien des étudiants de l'université Gaston Berger, lance un message au peuple de Gaza qui subit les bombardements israéliens. L'organisation a effectivement lancé un appel aux dirigeants du monde qui devraient mettre la pression sur Israël pour cesser le feu. Écoutons tout de suite Mohamedou Moustapha Diagne, chargé de programme au sein d'Amnesty International. Il nous en dit plus au micro d'Ousseinou Diop et Habib Seck. Vous savez tous, actuellement, au moment où je vous parle, nous continuons à compter les morts à Gaza, bombardés presque au quotidien par Israël, soutenu par les États-Unis. Notre position sur la question, elle est très ferme. Tant que les Américains continueront de soutenir Israël,
sans nul doute, ils continueront à bombarder les civils, les populations de Gaza. C'est la raison pour laquelle, depuis l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont élevé la voix ce matin pour demander à Israël d'arrêter. Pensons qu'à partir de maintenant, la communauté internationale doit tout simplement prendre ses responsabilités. L'Afrique du Sud a fait son travail. La Cour internationale de justice a fait son travail. Il appartient maintenant au gouvernement du monde, à nos dirigeants partout, à davantage mettre la pression à Israël pour que les bombardements sur des civils innocents puissent cesser à Gaza. L'actualité sportive à présent en football, 10 équipes de moins de 19 ans issues de centres de formation au niveau local et africain vont s'affronter à la 6e édition de l'Africa Challenge Cup de Djambar du 26 mai au 1er juin prochain à Sali. Meilleur pourvoyeur de talent en Afrique, ce tournoi de détection va se disputer le soir. Cette fois-ci, annonce les organisateurs qui faisaient face à la presse. Compte rendu de Chersade Boudjara. Propulseur de talent vers le football professionnel, l'Africa Challenge Cup de Djambar va vers sa 6e édition du 26 mai au 1er juin prochain à Sali. Un tournoi international de détection qui réunit une dizaine d'équipes issues de 6 pays africains. 2 poules de 5 équipes. Pour les équipes qui viennent d'Afrique aujourd'hui, en Afrique seulement, hors du Sénégal, on a eu 24 demandes pour cette édition, mais on n'a pris que 6 équipes. Il y a certaines équipes qui étaient venues, mais par rapport à leur comportement et tout, vraiment, on a besoin de ce genre d'équipe pour montrer qu'en Afrique, c'est possible, fait par des Africains. Aujourd'hui, vous allez avoir des anglophones, des francophones. Pour peu de choses que Al Ahly n'est pas venu et Berkane. Mais donc, c'est un comité d'organisation qui s'assoit et qui étudie chaque dossier. Pour le cas du Sénégal, on a mis en place un championnat qu'on appelle la Future Stars League. C'est un championnat U19 avec les meilleures académies qui sont entre Dakar et Thiès. Parce qu'on s'est rendu compte sur les autres régions, à part Fatick où on a Guelwaar, il n'y a pas une académie quand même qui travaille super bien. Donc on a mis en place un championnat qui s'appelle la Future Stars League en U19 et en U17. Donc les meilleures équipes, au moment du tournoi, qui sont les mieux classés, c'est eux qui vont jouer le tournoi. Prévues dans les installations de Djambar, les rencontres sont programmées le soir cette année. C'est des gamins qui sont nés entre 2006 jusqu'à 2009. Donc c'est des gamins de 15 ans jusqu'à 18 ans qui vont jouer le tournoi. Et on va faire la compétition à partir de 16h30 cette année. Il n'y aura pas les matchs le matin parce que par rapport à la température et tout, on a préféré jouer le soir pour permettre aux jeunes d'avoir de la fraîcheur, pour qu'ils aient le maximum possible de matchs. Parce qu'on a la chance d'avoir le président, le docteur Babacar Ngom, le président des médecins sportifs du Sénégal, qui est en notre sein, qui travaille avec nous. Et lui qui va amener une équipe médicale avec 2 ambulances médicalisées, Inch'Allah, comme chaque année pour le tournoi, sapeurs-pompiers et les assurances qui seront là. L'Africa Challenge Cup se veut le plus grand tournoi pourvoyeur de talent en Afrique. Parmi les joueurs qui y sont passés, Yaya Fofana de Lens et Datro Fofana de Chelsea sont cités. Allez, football toujours battu par l'US Gorée lors de la 24e journée. ASC Djaraf garde espoir pour le titre de la Ligue 1 à cette journée de la fin du championnat. L'entraîneur du club de la Médina prône un travail sur la sérénité pour retrouver l'efficacité offensive et même défensive. Chersade Boudjara. Dans la course au titre en Ligue 1, l'ASC Djaraf ne s'avoue pas vaincu. Détrôné par l'US Gorée, le club de la Médina croit encore à ses chances de sacre. Pour moi, le championnat est loin d'être joué. Il y a des matchs encore qui sont là et qui seront difficiles à jouer encore. Je pense que pour Gorée comme pour nous, rien n'est encore acquis. Donc le championnat est joué et va être disputé jusqu'à la fin du championnat, Inch'Allah. Inefficace défensivement et surtout offensivement, depuis quelques semaines, l'ASC Djaraf compte sortir de cette mauvaise passe par la remobilisation de ses troupes. Que parfois tu es là, tu te prépares, tu viens pour gagner, mais après la fin, tu vois autre chose. Ça va avec le football. Donc comme on dit, je ne suis pas Dieu, je suis un entraîneur. On n'a pas trop de certitude sur ce qu'on fait. Comme on dit, on prépare un match qu'on vient jouer, mais notre entame n'a pas été très bonne parce qu'on a fait un mauvais entame avec beaucoup d'hésitation de nos joueurs qui ont cafouillé. Et le but, je pense que c'est nous-mêmes qui l'avons donné. Mais je pense qu'il faut rester lucide et serein, voir ce qui ne va pas. Je pense que nous, on a un problème surtout d'efficacité, un problème d'attaquant. Même en défense, il y a plus de sérénité que les joueurs commencent à cafouiller, mais je pense qu'il faut remettre tout ça sur ordre.
dans l'ordre et essayer de remobiliser l'équipe encore parce que nous jouons un championnat où il y a 7 matchs encore à jouer, 21 points à prendre, donc rien n'est encore fini. C'est vrai qu'on devait gagner pour être un peu à l'écart à l'ébrédé, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, il faut rester lucide parce que ça va avec le football, analyser objectivement et lucidement, essayer de corriger pour être mieux encore dans les prochains rendez-vous, Inch'Allah. Deuxième à 3 points de l'US Gorée, Jaraaf va recevoir Teungueth FC lors de la 25e journée de Ligue 1. Une des 7 finales à gagner pour garder espoir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et restez avec nous tout de suite la deuxième partie de Soir d'info et nous parlons de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.